On va accueillir, Bleuène Monléon et Maëlle Odéon qui sont assistantes sociales. Maëlle, Monléon travaille dans le service de pédiatrie avec nous et Maëlle Odéon travaille dans l'association ECHO qui est, une association, où interviennent des néphrologues et d'hémodialyse et elles vont intervenir sur les droits sociaux en cas de maladie, chronique. Les tubulopathies étant une maladie chronique, voilà. On pensait que ça pouvait vous intéresser avec le versant pédiatrique et le versant adulte. Merci Maëlle. Bonjour à tous. Moi, c'est Bleuène Monléon, je suis assistante sociale au CHU de Nantes en service pédiatrie. Les missions de l'assistante sociale, c'est d'intervenir, auprès enfin, pour ma partie, en tout cas, ça va concerner les enfants. Ma collègue, ce sera les adultes. Donc moi, j'interviens soit à la demande des familles ou à la demande, des équipes médicales, pour accompagner, enfin, déjà pour informer les familles des droits, les soutenir dans les démarches et les accompagner dans les dossiers et notamment les démarches qui peuvent être un peu fastidieuses, au niveau de la CPM et cetera, là, comme on a pu déjà en parler. On peut intervenir sur différents plans, du coup sur le plan professionnel, sur le plan familial et sur le plan aussi, financier. Là, moi, je vais essayer d'aborder, les différents droits, notamment quand on vous annonce, des problèmes de santé, pour vos enfants. Comment ouvrir les droits? Comment faire reconnaître, la situation de handicap? Et après, un peu définir les prestations financières, humaines, sur le plan de la scolarité. Et donc tous les droits qui vont être présentés là, c'est pas des droits forcément qui sont donnés, de manière, définitive. Faut les renouveler selon l'évolution de l'état de santé. D'abord au niveau des congés, quand on vous annonce, une maladie et que vous êtes salarié, vous pouvez avoir le droit à 5 jours de congé par, votre employeur. Sinon, il existe, un congé qui s'appelle le congé de présence parentale. Là, c'est intéressant si vous avez, de nombreux rendez-vous médicaux, si, il y a une contre-indication, par exemple, pour un mode de garde pour votre enfant. Vous pouvez réduire votre activité professionnelle de manière partielle ou totale. Donc en fait, c'est la CAF ou la MSA qui vous verse une allocation, par journée prise. Vous pouvez vous absenter de 1 voire jusqu'à 22 jours dans le mois et la CAF vous verse 64 € par journée prise. Ça peut être aussi des demi-journées pour, vous permettre d'accompagner vos enfants, aux rendez-vous médicaux, chez le kiné ou que vous avez besoin de le garder à domicile. C'est un congé de 310 jours maximum à répartir sur 3 ans, qui est modulable, tous les mois. Après, du coup, quand la maladie est étiquetée et qu'il y a des conséquences sur le quotidien, c'est important de faire reconnaître, le handicap et ça, pour faire reconnaître le handicap, il faut monter un dossier auprès de la MDPH. C'est la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc elle est dans tous les départements. C'est un dossier qui est très long, mais il est traité environ enfin, il y a au moins 6 mois d'attente au minimum, quand vous déposez le dossier. Et la MDPH, elle détermine le taux d'incapacité de votre enfant. C'est ça qui va déterminer, les prestations auxquelles vous avez le droit. Vous C'est un dossier administratif et médical que vous complétez avec le médecin qui suit votre enfant. Et ensuite ça passe auprès d'une commission, la commission des droits et de l'autonomie pour les personnes en situation de handicap et qui valide ou pas les demandes, faites, dans ces dossiers. Donc là, je reprécise que ces prestations sont versées pour une durée définie selon l'évolution de l'état de santé. Donc, il faut vraiment être vigilant, si on vous donne des droits pour 4 ans, il faut vraiment penser à renouveler les droits, au moins 6 mois à l'avance. Dans ce dossier MDPH, donc on peut demander des aides financières. Il existe, l'AEEH, c'est l'allocation d'éducation d'enfants en situation de handicap. C'est une allocation qui est d'environ 149 € par, mois et qui permet, donc de faire face aux dépenses. Comme exemple, ça peut être l'essence pour, aller aux rendez-vous médicaux, enfin, ouais, l'essence pour aller à la pharmacie. Ça peut être, les frais de psychologie, de psychomotricité. Ça peut être, tout à l'heure, vous parliez de magnésium qui non remboursé. Ça peut être aussi des choses en pharmacie qui sont pas remboursées. Il peut y avoir éventuellement un complément d'AEH. Là, c'est vraiment si, vous pouvez pas reprendre une activité à taux plein, hem et ça, c'est pareil, c'est vraiment, propre à chaque situation. C'est la MDPH qui décide, en fonction du dossier
et du dossier médical et du certificat médical, complété et de l'impact, au quotidien. Il À la place de l'AEH, il peut aussi, être versé la PCH, donc ça fait beaucoup de sigles, hein, mais donc c'est la prestation de compensation de handicap. Là, c'est plus si vous devez faire appel à une aide, à domicile pour, aider votre enfant dans les actes de la vie quotidienne ou, acheter du matériel adapté. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre du taux de handicap. Dans ce dossier toujours, on peut demander la carte, de mobilité inclusion avec, plusieurs options. Donc il y a la priorité, invalidité ou stationnement. La priorité, elle vous donne, la priorité dans les files d'attente, aux places, assises. L'invalidité, c'est plus si vous avez, besoin aussi, enfin, ça vous donne un avantage déjà au niveau, des impôts, mais aussi, le droit d'avoir une personne accompagnante au niveau de la SNCF, des choses comme ça. Et la stationnement, là, pour y avoir le droit, il faut que le périmètre de marche soit limité. Donc faut aussi, enfin, pour pouvoir, prétendre à ces allocations, il faut aussi, dans le dossier MDPH, vraiment ne pas hésiter à rentrer dans le détail de votre situation. Donner le plus d'informations possible. Au niveau de la scolarité, si votre enfant a besoin aussi, d'être accompagné, c'est possible de demander une AESH. C'est un accompagnant des élèves en situation de handicap. Ou aussi au niveau de l'école, c'est de mettre en place des PAI, des projets, d'accueil individualisés. Ça permet d'avoir un protocole si votre enfant a besoin de soins, enfin que le chef d'établissement c'est défini entre le chef d'établissement et les parents. Ça permet de poser les choses et on peut aussi demander la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, donc c'est la RQTH. Ma collègue, rentrera plus dans le détail dans la partie, adulte. Les aides humaines à domicile aussi. Donc, il existe des aides à la parentalité. Donc c'est des TISF, des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Donc elles peuvent, intervenir au domicile en présence des parents, plutôt pour vous accompagner, au quotidien, pour vous donner des conseils, liés à la parentalité. Il existe aussi des aides ménagères. Avec plusieurs financements possibles, souvent c'est, la CAF selon votre quotient familial. Sinon, vous pouvez utiliser l'allocation justement, l'AEH pour financer, ces interventions. Là, j'ai pas précisé, mais, si vous avez besoin d'aide aussi pour, gérer le traitement à domicile, parfois on peut mettre en place des infirmières qui viennent à la maison pour le pilulier ou voilà, pour la gestion des traitements. J'ai aussi là, c'était important de parler, tout à l'heure vous parliez de l'ALD, selon la maladie, d'ouvrir des droits à l'affection longue durée. Donc c'est une prescription médicale qui, permet, d'être mieux remboursé au niveau des soins et qui permet aussi, d'avoir, des frais de transport, remboursés. En priorité, il faut vraiment utiliser votre voiture si c'est possible ou les transports en commun. S'il y a une prescription médicale, vous pouvez, demander à la CPM de vous rembourser une partie des frais kilométriques ou des frais de transport ou les frais de billets de train ou de parking. Et si votre état de santé, en tout cas, ne vous permet pas de vous déplacer avec vos propres moyens, c'est possible de mettre un transport adapté, ce qu'on appelle aussi un VSL. Au niveau du coup, de qui peut vous aider dans les démarches, ça va être l'assistante sociale de l'hôpital, dont dépend votre enfant. Ça peut être aussi les services de proximité, la mairie, conseil départemental, et donc là, je donne quelques exemples aussi, les organismes, il y a des travailleurs sociaux à la CAF, donc aussi, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Sollicite aussi la MDPH, les différentes associations. Là, j'ai parlé des associations d'aide aux aidants ou France Rhin, mais il en existe, d'autres. Et se renseigner aussi sur, internet. Tous les sites sont pas mis à jour, hein, et les lois changent, très régulièrement donc là, je vous donne le site du gouvernement comme exemple. Voilà et je reprécise que chaque situation est vraiment différente. Les droits vont dépendre du taux d'incapacité, vont dépendre, de l'impact sur votre vie professionnelle, de l'impact enfin, ça prend en compte plein de choses donc c'est difficile de se comparer, à d'autres, familles. Donc, il faut vraiment, avoir une évaluation, personnalisée pour définir vos besoins. Voilà, merci pour votre attention.
Ou attends, échappe, je peux fermer. Attends. Ouais, je veux. Je veux bien parce que ouais, c'est ça. Donc moi, je suis Maëlle Odéon et en fait, j'interviens, dans l'association ECHO qui est en fait une association, qui a des centres de consultation et de dialyse, sur toute la région Pays de la Loire et du coup, moi, j'interviens auprès, des patients, suivis en consultation, pour une insuffisance rénale, les patients dialysés et on suit quelques patients greffés. Du coup, nos champs d'intervention en lien avec votre pathologie. Donc en fait, on peut accompagner sur tout ce qui est l'insertion professionnelle. Donc on peut vous accompagner dans le maintien de l'emploi pour les personnes salariées et travailleurs, indépendants. On peut accompagner aussi au reclassement professionnel quand la maladie, en fait, a vraiment un impact sur votre vie professionnelle et on peut aussi vous accompagner à la recherche d'un emploi ou d'une formation adaptée à vos problèmes de santé. Donc après, on travaille en partenariat avec France Travail, qui est anciennement Pôle emploi, Cap emploi, le service social de la CARSAT qui est spécialisé, ils accompagnent vraiment les gens, qui ont des problèmes de santé, donc la GFIP, la médecine du travail. Donc en fait, l'insertion professionnelle, donc la poursuite de votre activité, professionnelle, peut s'envisager et le maintien de votre activité, professionnelle, peu im peut s'envisager quel que soit le stade de la maladie. Donc ça peut être, en prenant en compte votre état de santé, votre planning de soins, donc des rendez-vous, en fonction de la spécificité de votre, poste de travail. Donc il peut y avoir, par exemple, des aménagements au niveau des horaires et des contraintes personnelles. Donc le rôle, des acteurs médicaux, dans la reprise et le maintien d'une activité avec votre pathologie, donc souvent le médecin traitant, le médecin spécialiste, il peut prescrire des arrêts de travail si ça le nécessite. Il évalue la possibilité de reprise, si vous êtes en arrêt et puis il peut demander le passage, en invalidité, par exemple, quand votre état de santé le nécessite pour avoir un complément de revenu. Ensuite, le médecin conseil, il donne tout ce qui est accord médical pour les arrêts de travail, le temps partiel thérapeutique. Il peut aussi, du coup, donner son accord pour l'invalidité catégorie 1, 2 ou 3. Et du coup, la médecine du travail, du coup, elle évalue l'aptitude au poste de travail. Donc ça peut être l'adaptation du poste en fonction de votre pathologie, chronique, bien sûr, l'adaptation des horaires, le reclassement et puis après, il y a l'employeur et puis le service social, qui peut vous accompagner. Donc, notre rôle, dans la reprise ou le maintien d'une activité professionnelle, on peut informer, sur les dispositifs existants, l'aide à la mise en place, d'un revenu de remplacement. Après, ça dépend vachement aussi du régime d'assurance maladie et de votre statut et puis dans l'insertion professionnelle, comme je le disais précédemment, ça peut être, l'accompagnement dans un projet de, orientation de réorientation ou de formation en prenant en compte, bien sûr, la dimension santé et la recherche d'activités en lien avec les partenaires de l'insertion professionnelle sur votre territoire. Après, on peut accompagner sur tout ce qui est, administratif et financier. On peut aider à faire valoir leurs droits et à utiliser le bon dispositif. On peut tenter de garantir du coup, un niveau de revenu suffisant. Donc là, on fait du partenariat avec la CAF, le service social, la CPM. Et puis on peut comme la maladie, elle engendre, du coup beaucoup de fatigue, comme on le disait, tout à l'heure, donc on peut mettre en place, par exemple, des aides. On peut aider du coup à mettre en place des dispositifs pour, financer ces aides. Hop. Après les principaux dispositifs en lien avec, la pathologie chronique. Donc, comme ma collègue, Bluhen le disait tout à l'heure, du coup, la MDPH, c'est la maison des personnes en situation de handicap. Donc, c'est la commission, départementale, d'autonomie, des personnes handicapées qui, décide en fait des droits. Donc elle est souvent composée de médecins, de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes et en fait, ils évaluent, du coup, votre taux d'incapacité et ensuite les droits qui en découlent.
Donc la RQTH, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc ça vous permet en fait d'accéder à un ensemble de mesures pour favoriser votre maintien dans l'emploi. Donc ça permet notamment l'aménagement, de votre poste de travail s'il y a besoin, l'aménagement, du temps de travail, donc horaire de travail. Alors ça peut être par exemple, je sais que j'avais suivi une patiente, en consultation qui avait besoin, comme la fête elle était très fatiguée, d'avoir plus de jours de télétravail. Donc on avait, du coup, fait une demande MDPH pour, obtenir du coup la RQTH qui permettait en fait de justifier, auprès de l'employeur qu'elle avait une pathologie. Comme c'est invisible en fait des fois, alors il y a des employeurs qui sont, bienveillants mais d'autres pas du tout. Donc ça permet de justifier vraiment un handicap. Donc ça permet aussi des aides humaines et en fonction, des conventions, ça permet aussi par exemple, alors je sais que j'ai certains patients qui, grâce aux dispositions particulières, dans leur entreprise, ont des jours, par exemple, pour aller se rendre à leur consultation médicale. Donc ça peut être ça aussi, ça permet de justifier que vous avez, du coup, une pathologie et ça permet aussi l'accès à un emploi, donc bénéficier d'un emploi personnalisé par un conseiller Cap emploi et puis, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, par exemple, pour les employeurs, il faut qu'ils aient à hauteur de 6 de personnes en situation de handicap s'ils ont, plus de 20 salariés. Donc et puis il est important aussi de bien renouveler votre, RQTH, peu importe votre état de santé. Après moi, ce que je dis, c'est que ça peut être impressionnant le dossier MDPH, c'est ce que je dis, c'est en fait des bouts de papier. Donc vous les utilisez ou vous les utilisez pas. Si vous êtes pas prêt, en fait, vous les utilisez pas. Mais quand on en a besoin, en fait, souvent on en a besoin tout de suite. Donc si on a déjà fait la démarche, au moins on a les documents. L'AAH, donc c'est, une prestation qui garantit un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. Donc il y a 2 critères. Soit vous avez un taux de handicap qui est supérieur ou égal à 80. Donc là, c'est attribué systématiquement et si vous avez un taux de handicap entre 50 et 80, le handicap doit entraîner en fait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Donc il faut avoir 20 ans, résider en France, être de nationalité française, ou avoir un titre de séjour, valable. Après, du coup, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis le 1er octobre 2023, la déconjugalisation de l'AAH, ça veut dire qu'ils prennent plus en compte, les revenus de votre conjoint. Donc ça, c'est vraiment une avancée, pour les patients. Donc le montant, c'est, 1 016 € et après il y a la majoration vie autonome. C'est une prestation si vous avez un taux de handicap à 80, que vous avez un logement autonome et du coup, ça permet d'avoir un complément de ressources. Ouais, pardon, désolée. Du coup, la carte d'invalidité, comme, en parlait ma collègue, donc là, il faut avoir un taux de handicap égal ou supérieur à 80 et ça permet de, passer en priorité au niveau des caisses et ça permet aussi des avantages fiscaux, une demi-part fiscale supplémentaire. Et la carte priorité, en fait, c'est la même chose que la carte d'invalidité, sauf qu'il y a pas d'avantages fiscaux. Donc c'est juste pour passer en priorité au niveau des caisses, et cetera. Et du coup, il y a la carte de stationnement, mais là, il faut avoir un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Et du coup, la loi Lemoine, donc c'est une loi qui a été instaurée le 28 février 2022. Donc ça vise à mettre fin aux discriminations dont sont victimes les malades ayant eu un projet d'acquisition immobilière. Donc ils ont supprimé le questionnaire médical et maintenant donc il y a 2 conditions pour pouvoir y bénéficier. Il faut que le remboursement du crédit s'achève avant les 60 ans du client et si le montant ne dépasse pas 200 000 € par assuré et sur la totalité des contrats, de crédit en cours. Voilà et puis, si vous êtes 2, le montant passe donc à 400 000 €. Et après, bah, ça vous concerne peut-être pas, mais du coup, je l'ai quand même mis. Mais du coup, il y a un droit à l'oubli qui passe de 5 à 10 ans, pour les personnes atteintes d'hépatite C et du cancer. Et du coup, il y a le renforcement du droit de résiliation. Ça veut dire que si, par exemple, vous trouvez un autre contrat avec les mêmes garanties mais moins cher, vous pouvez résilier le contrat, ce qui n'était pas possible avant. Voilà, pour le contrat d'assurance. Donc voilà, on va passer aux questions.
Ah oui, il y a peut-être des questions dans la salle. Il y en a déjà sur le chat sur la RQTH. Quand elle est obtenue, il y a une date de validité. Or, la pathologie, elle est génétique, elle est constitutionnelle, elle est toujours présente. Comment faire pour ne pas avoir de date de validité renouvelée? Maintenant, en fait, pour la RQTH, je sais que, maintenant, en fait, pour éviter de le renouveler, ils mettent de plus en plus permanent, mais c'est vraiment au bon vouloir des médecins, en fait, des médecins de la MDPH. Mais je sais que maintenant, ils le mettent en permanent de plus en plus. Alors, pour être concerné pour une autre pathologie, mais en fait, au 1 la première RQTH a une durée limitée. Par contre, sur la seconde, ils la mettent permanente. Donc, faut faire quand même le dossier 2 fois, mais il faut bien insister sur que la pathologie est permanente dans le dossier et dans ces cas-là, la RQTH devient permanente et ça change beaucoup de choses vis-à-vis du droit du travail. Après, oui, on le voit de plus en plus quand ils voient que la pathologie, enfin, de toute façon, ce sera une pathologie à vie. Ils le mettent de plus en plus parce qu'en plus, ils ont du retard dans les dossiers. Donc, ils ça fait du «travail en moins» entre guillemets et du coup, c'est de plus en plus, permanent pour la RQTH. Pour d'autres droits, la carte d'invalidité, c'est rarement permanent ou l'AH, c'est rarement permanent, mais je sais que la RQTH, c'est de plus en plus un droit permanent. Il y avait une question sur les jours de congé qu'on peut obtenir du fait d'une pathologie. Est-ce qu'il y a une différence entre le secteur public et privé? Oui, ouais, c'est différent. Après, il faut se renseigner auprès des conv de votre, service RH, en fait et en fonction des conventions, il y a des dispositions particulières, en fait. C'est vraiment en fonction, de chaque situation. Donc c'est pas égal pour les patients, des fois, c'est pas très juste, je trouve. Ouais. Vous avez évoqué dans la première présentation l'affection de longue durée, l'ALD, donc la prise en charge à 100. Moi, j'avais une question, pourquoi les tubulopathies, le syndrome de Gitelman, le syndrome de Bartter ne sont pas pris au titre de l'affection de longue durée? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Ça, on n'a pas de réponse, c'est vraiment, médical et c'est vrai que la CPM a une liste précise de différentes pathologies donc peut-être, ouais, voilà. Alors, ça en fait partie et il y a même eu un arrêté en 2023 d'un patient dont l'ALD avait été refusé pour un Gitelman et il a obtenu gain de cause en ayant le recours. Mais en fait, ça en fait partie. Mais effectivement, certaines CPM refusent de premier abord et il faut faire un recours. En fait, leur critère de refus, c'est surtout qu'il y a pas de traitement qui coûte cher, et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'ils peuvent refuser, mais effectivement, il faut insister. Ça peut en tout cas aider un peu pour le remboursement du magnésium d'avoir en plus le papier ALD, mais même en étant en ALD, on se fait pas forcément beaucoup plus rembourser le magnésium. Et voilà, mais c'est CPM dépendant, il faut Mm. insister, mais Et parfois, il faut faire des recours, mais c'est vrai que c'est une question qui demande en fait comment espérer avoir une attribution impartiale du taux de handicap pour les prestations, sachant que les MDPH ont un budget à tenir. Bah, pose la question. Ouais, je sais pas s'ils ont vraiment une enveloppe à respecter par année, mais dans tous les cas, il faut justifier sa situation, enfin et pareil, faire des recours en fonction des réponses si c'est pas satisfaisant. C'est toujours bien justement d'être conseillé si vous avez une assistante sociale ou quelqu'un qui peut appuyer et contester avec vous, la décision. Mais oui, il faut pas se satisfaire des fois d'une réponse. Après, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, souvent, les patients qui sont suivis en consultation, donc pour des maladies génétiques, souvent, le taux de handicap, c'est entre 50 et 80. Et 80 faut vraiment avoir, une restriction. Donc par exemple, moi, mes patients dialysés, ils ont tous un taux de handicap à 80. Après, les patients qui sont suivis en consultation, du coup, ils sont entre 50 et 80 au niveau du taux de handicap. Et les patients greffés, en fait, repassent entre 50 et 80. ouais, moi j'ai une question, pas que dans les tubulopathies, mais donc effectivement, on sait que les lois, elles ont changé pour protéger un peu le dossier médical, mais on nous demande quand même beaucoup de certificats, soupli cachetés et cetera pour des demandes d'assurance, de prêt. Comment ils ont le droit de demander ça? Et est-ce que enfin voilà, parce que les patients n'ont pas le choix que de donner ces certificats. Nous, on n'a pas le choix que de les faire non plus, mais est-ce qu'il y a des règles, quoi? Après, du coup, s'ils ont déjà une assurance avant la loi, là, Lemoine, sont en droit de demander des éléments médicaux. Pour pouvoir bénéficier, par exemple, les patients, en fait, qui ont pris une assurance quand ils étaient pas malades, par exemple, quand ils tombent malades et ben ils peuvent bénéficier du remboursement de l'assurance et là, ils demandent, du coup, régulièrement des certificats médicaux. Mais avec la loi Lemoine, normalement, ils sont plus censés demander de mmh.
Après, ouais, ça a été mis en place, le temps que je pense que ça se met en place, mais les patients ont le droit de dire: «Non, je ne veux pas, transmettre d'éléments médicaux sur mon état de santé». Si le prêt, ne dépasse pas les 200 000 €. Oui, l'âge et puis l'âge aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? De partage de situation, d'expérience? En fait, ça serait plutôt un commentaire après une errance de diagnostic, de 2 ans. Je suis pourtant fonctionnaire et je me bats pour que la médecine du travail, puisse reconnaître, le syndrome et donc je suis arrivée, au rendez-vous. En amont, je lui explique, ma maladie, j'avais sorti un peu des explications et là, elle me sort cette fameuse liste, la CPAM, en me disant: «Bah là, je sais pas si on va faire le dossier pour demander un congé longue maladie parce que, votre, tubulopathie ne fait pas partie des 30 pathologies répondant au, donc enfin, pour demander le congé» et donc je trouve, un peu épuisant de se battre pour que la médecine du travail, c'est vrai qu'elle ménage un peu le chou et bon, voilà, elle fait partie de la RH, mais qu'elle veuille bien déposer à la cellule santé au travail le dossier pour la demande de congé et il a fallu que je me batte pour que demander un reclassement. Donc je pense qu'il faut un certain tempérament. Vous dire, enfin aussi à tous que, tous ceux qui sont actifs, d'être en amont des demandes et ne pas avoir peur de la médecine du travail qui, risque de vous dire, «Bah non, prouvez-moi que vous êtes malade». Donc c'est un peu décevant. Le statut fonctionnaire, on se dit, «Bon voilà». En plus, moi je suis personnel santé, je travaille au CHU, donc je me dis: «Bon, voilà, on est bienveillant avec, les patients, donc en tant que salarié, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas tous à être, en amont des demandes et bien souvent, avoir, un peu de caractère pour défendre ses droits, à cet handicap. 100 d'accord, effectivement, c'est aussi un deuxième parcours du combattant. Je pense aussi, il faut pas hésiter quand vous avez l'ALD qui revient, négative, de refaire effectivement, de demander un certificat à votre médecin, en plus, une fois qu'on l'a fait une fois, on n'a plus qu'à changer le nom, en fait, ça ne prend pas beaucoup de temps et de mettre le PNDS s'il y en a un ou des documents ou l'association de patients qui correspond, enfin, pour qu'il y ait plein de documents pour que en fait, le médecin expert qui voit ça, il voit que c'est pas juste vous qui dites que vous êtes malade, c'est que vous avez une vraie maladie qui est dans les ALD, métaboliques, donc qui est un immense fourre-tout de 150 maladies. Donc effectivement, bah, il ne sait pas qu'il y a le Gitelman là-dedans, le Barthéro et cetera. Mais avec plein de documents comme ça, il voit qu'il y a un dossier, qu'il y a quelqu'un derrière qui va en plus insister. Voilà, donc enfin et souvent ça peut aider, mais Je confirme, je suis juste à côté de madame. Je suis aussi dans la fonction publique, j'ai plusieurs activités, mais mon activité principale, c'est la fonction publique et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont extrêmement réfractaires et même quand on ne demande pas des congés, maladie. Moi, j'ai, en face de moi des gens qui, si je veux faire un petit peu de provocation, tant que je suis vivant, je suis pas mort. Donc ils sont sur ce registre-là, faut leur tordre le bras, il y a pas d'autre mot et bah, les spécialistes comme vous, peuvent aider et puis il y a aussi, bah, tout simplement, hein, les syndicats, toutes les organisations qu'il y a à l'intérieur des structures, mais c'est assez compliqué et effectivement, faut du caractère. Ça fait perdre de l'énergie. et ne pas oublier, parce que vous parlez de syndicats, de protéger aussi votre confidentialité médicale au travail. Donc voilà, il faut aussi faire tout ça, mais en même temps, pas forcément communiquer les informations à tout le monde. Bien mettre, quand vous avez des certificats, soupli cacheté à un médecin. Enfin, vous avez pas, dans votre travail, il faut vous protéger. Vous n'avez pas à dire que vous êtes malade si vous n'en avez pas envie non plus. Tout à fait. Comme les rejetons sont arrivés, Juste une dernière remarque.
Ah, moi, je voudrais juste faire un commentaire. Donc, je suis maman d'une ado de 14 ans qui est atteinte de cystinose et effectivement, le dossier MDPH est un véritable parcours de combattant, notamment pour les aidants familiaux, et il faut vraiment enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, que ce soit pour la première demande ou pour le renouvellement, heu ne pas hésiter à, s'appuyer sur, une assistante sociale, un ou voilà et on a aussi un dispositif dans le cadre de la MDPH, je ne sais pas si c'est général, on a aussi, dans le cadre du collège, des enseignants référents qui sont coordinateurs de la MDPH et ils ont un rôle essentiel ils font le lien entre la famille, l'équipe éducative et la MDPH et dans le cadre de la constitution d'un dossier, ils sont d'une aide et d'un appui vraiment, très, très important parce qu'ils savent ce qui est attendu, au niveau de la CDAPH, de la commission et ils savent exactement formuler les demandes et vous aider à écrire, à rédiger ce projet de vie ou ce parcours, scolaire, pour votre enfant. Donc n'hésitez vraiment pas à les solliciter. Merci beaucoup. On va clôturer cette session. Effectivement, les enfants sont arrivés et sont impatients. On va pouvoir se diriger vers la grande serre pour le déjeuner qui est un buffet et on reprendra à 14 heures.